Bon, comment j'ai fait pour passer d'être un énorme loser à complètement changer de vie, faire plusieurs millions par an de chiffre d'affaires, vivre à Dubaï, etc. en quelques années? Je sais, c'est l'approche la plus putaclic possible que j'aurais pu faire, mais qui est bel et bien vraie. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous raconter mon histoire depuis le début, d'où je viens, comment j'ai fait pour en arriver jusqu'à où j'en suis arrivé aujourd'hui. Je le dis d'avance pour toutes les personnes qui cherchent des vidéos conseils sur l'e-commerce, ce que je fais habituellement. Il n'y en aura pas dans cette vidéo. Okay, dans cette vidéo, je vais raconter ma vie. Donc, comme ça, au moins, je le dis, si tu venais chercher des conseils en e-com ou des stratégies, etc., comme je le fais habituellement, j'ai 400 autres vidéos sur ma chaîne qui sont dédiées uniquement à ça. Là, pour une fois, pour aujourd'hui, je me suis pris énormément de notes ici sur mon Mac pour retracer un petit peu, organiser un petit peu les années que j'ai vécues dernièrement. C'est une vidéo que je vais peut-être filmer en plusieurs fois. Il y aura peut-être plusieurs parties. Je sais pas du tout. Je pense que ça va être une vidéo qui va quand même être assez longue. Donc s'il y a des personnes qui veulent l'écouter plus en format podcast, c'est aussi un format qui s'y prêtera. Je vais essayer de documenter un maximum de choses. Il y a énormément de mythos sur internet, il y a des gens qui s'inventent des vies, qui s'inventent un passé, etc. Moi, tout ce que je raconte, je vais mettre des screens autant que je peux sur l'écran. Il y a un truc qui est bien, c'est que j'ai grandi avec Snapchat et j'ai énormément de memories sur mon compte Snapchat que je pourrais remettre ici à l'écran. Donc ça, c'est assez intéressant. Comme je disais, il y a vraiment plusieurs phases dans ma vie. Donc je vais commencer par forcément la première phase, qui était la phase où j'étais un métalleux. On va dire qu'on va commencer cette vidéo par la période où j'étais adolescent. Je connaissais rien en business, je savais pas que j'allais faire du business, je savais pas que j'allais m'expatrier. J'étais vraiment pas dans cette mentale-là. Déjà moi, à l'époque, avant même de rentrer dans les détails, j'ai jamais été quelqu'un qui aimait prendre des risques quand j'étais ado, quand j'étais plus petit. Faire un voyage, c'est toujours des trucs qui m'ont un peu effrayé. Enfin, pour te dire, tu vois, c'est la vie que j'ai aujourd'hui. J'étais vraiment absolument pas destiné à l'avoir. J'ai dû sortir de ma zone de confort pour y arriver. Donc, on va commencer par le commencement. Première phase de ma vie, là d'où je viens, le niveau 0, c'est la période où j'étais adolescent. Donc, on va dire de mes 15 à mes 18 ans. C'est la phase qu'on va appeler la phase métalleux. Ok, un métalleux c'est quoi? C'est un mec qui écoute du métal. J'écoute toujours du métal, hein, mais quand on va dire la phase métalleux, pour moi le métalleux c'est une communauté, c'est associé à une communauté. Et d'ailleurs je vais y revenir parce qu'à l'époque je faisais partie d'une communauté de métalleux, tu sais, et c'est via d'ailleurs ce genre de groupe que j'ai commencé à avoir des déclics par la suite. Donc à l'époque, moi j'étais fan de métal, je te mettrai un maximum de photos ici, j'avais des cheveux longs, j'avais le style forcément métalleux, je fréquentais des métalleux, plus ou moins chelous, on va pas se mentir avec du recul, et forcément quand j'étais au lycée, j'étais un peu le mec à part, on va dire. Il y a un point qui est quand même assez important, c'est que j'ai quand même toujours su, on va dire, malgré que je sois un mec à la base timide, renfermé sur moi à l'époque, j'étais quand même plus ou moins sociable. Donc malgré ce style-là, que j'étais complètement décalé, tu vois, par rapport aux jeunes de mon âge, j'ai toujours su quand même, on va dire, m'intégrer dans des groupes et j'ai jamais été le mec non plus, j'ai jamais été une victime, tu vois ce que je veux dire? J'ai toujours été le mec bizarre, le mec chelou, qui écoutait pas les mêmes trucs que les autres, qui avait pas le même style que les autres, mais j'étais quand même dans un groupe d'amis et j'ai eu une enfance normale, j'ai jamais été, voilà. Mais à côté du lycée, etc., je fréquentais quand même, on va dire, des groupes de métalleux, des gens qui me ressemblaient. J'avais un groupe de métal à l'époque. Je te mettrai sûrement quelques extraits vidéo ici d'archives, hein, vraiment, de l'époque. C'était il y a plus de 10 ans maintenant. Et en gros, tous mes week-ends, après le lycée, etc., ce que je faisais, c'était d'aller en répète avec mon groupe de l'époque. On faisait des répètes, on créait des morceaux, on faisait des reprises. Et tous les, je sais plus, 2-3 semaines, des fois, on avait des dates, on avait des concerts. Donc moi, je viens de Lille, hein, je le répète souvent dans mes vidéos. Nord de la France, je faisais souvent des concerts dans certains bars connus métal de la ville de Lille. Concert absolument gratuit, enfin il n'y avait absolument pas d'ambition de faire de l'argent ni quoi que ce soit, hein, tu vois, c'était vraiment des concerts pour nous faire connaître notre musique et pour kiffer. On était payé en bière, tu vois, à l'époque. Donc ça c'est pour te mettre un peu le contexte. À ce moment-là précis, en vrai, de vrai, j'étais heureux, tu vois. Je vivais mon truc, je me souciais de rien d'autre. Moi ma vie c'était la musique, c'était le métal, découvrir des nouveaux groupes de métal qui me faisaient kiffer, faire des répètes, jouer de la musique avec mes potes, etc. Je prenais absolument pas soin de moi, on va dire. Tu vois, ma seule, le seul truc que je savais faire pour m'habiller, c'était trouver des groupes qui étaient un petit peu, on va dire, pas encore très connus, pas des groupes mainstream,
pour pouvoir acheter le t-shirt, le porter et pouvoir dire ouais t'as vu, enfin tu sais je pense qu'il y a peut-être plein de personnes qui vont pas comprendre, mais dans la communauté métalleux, au plus t'avais un t-shirt avec un groupe genre pas très connu, plus c'était en mode t'étais un vrai qui s'y connaissait, tu vois. Donc c'était un peu mon délire. J'étais très maigre à la base. J'ai un souvenir, je pense au plus bas où j'étais, je devais être dans les 55 kilos, 50-55 kilos. J'ai jamais été très grand forcément, ça c'est un truc que tu peux pas changer. Mais on va dire que j'étais un peu le mec, tu vois. Je pense que tu vois un peu ce que je veux dire. J'étais vraiment ce qu'on pourrait qualifier de lâche. Financièrement, dans quel contexte est-ce que j'ai évolué? À l'époque, j'avais pas d'argent, on va dire, sur mes comptes bancaires. Quand j'étais ado, jeune adulte, mes parents m'ont toujours éduqué avec une philosophie de t'auras pas d'argent de poche, ton argent, il faut que tu travailles pour le gagner. Je leur en remercie d'ailleurs maintenant en étant plus grand, c'est des valeurs qui sont importantes pour moi. Mais pour te dire, j'avais pas forcément d'argent et quand je suis devenu adulte, j'ai pas débloqué un compte bancaire sur lequel il y avait des dizaines de milliers d'euros comme ça gratuitement. J'ai passé un diplôme à 17 ans qui s'appelle le BAFA, je pense que ça existe toujours, un diplôme pour travailler avec les enfants, faire de l'animation. C'est pas du tout un truc qui me réjouait, hein, parce qu'en plus, comme tu peux t'en douter, quand t'es un mec un peu chelou, un peu timide, qui aime pas s'affirmer ni quoi que ce soit, t'as pas envie d'aller faire le clown pour gagner 1200 euros par mois et encore, tu vois. Mais je l'ai fait parce que, bon, c'est un peu l'éducation que j'ai eue, j'avais pas le choix. Ma famille, moi je viens d'une famille ouvrière, mes deux parents sont ouvriers, donc on va dire que j'ai jamais manqué de rien, mes parents ont toujours travaillé, j'ai jamais eu des parents chelous, j'ai jamais eu une enfance, tu sais, comme parfois certains pourraient en abuser dans leur storytelling. J'ai vraiment grandi dans un foyer où il y avait de l'amour, où j'ai été bien éduqué, mais financièrement, j'ai toujours ressenti, on va dire, pas un manque, ce serait un manque de respect de dire ça par rapport à l'éducation que j'ai eue, mais bah j'ai jamais eu non plus de l'abondance, tu vois, c'est le mot qu'on pourrait dire, j'ai jamais vécu dans l'abondance. Et je me suis vite rendu compte que si moi-même je voulais avoir beaucoup d'argent et avoir de l'abondance, ça allait pas venir de mes parents ou ni d'un héritage ou ni de je ne sais quoi, tu vois. J'avais pas non plus de contact, je partais vraiment de zéro, on va dire, financièrement. Donc ça, je reprends mon plan, tu vois, que je me suis préparé sur mon Google Doc, c'est vraiment la phase métalleux pour te remettre un petit peu dans le contexte de comment j'ai grandi et comment je suis arrivé dans mes années adultes, 18-20 ans. Parce que j'ai eu un gros déclic qui est arrivé à peu près dans les années 2017, à ce moment-là je devais avoir la vingtaine. Mais avant d'en arriver là, il faut quand même que je te parle de quelques signaux que j'ai ressentis qui m'ont fait dire que j'étais différent pendant que j'étais dans cette phase de métalleux. Comme je te le disais, je fréquentais des groupes qu'on appelle des métalleux, encore une fois, et j'ai jamais été réellement 100% intégré dans ce genre de groupe parce que j'ai toujours senti un peu que j'étais différent. Si tu veux, moi à l'époque, je connaissais pas la politique, je connaissais pas les courants de pensée, etc. Mais j'ai quand même senti que, on va dire, la culture des musiciens, la culture des métalleux, la culture de, on va dire un peu la culture underground entre guillemets, c'est souvent des mecs un peu communistes. On va dire. Moi, je savais pas à l'époque, je connaissais pas tous ces trucs-là. J'ai jamais été très cultivé quand j'étais plus jeune. Je me suis rattrapé un peu plus tard, mais je savais pas mettre forcément de mots là-dessus. Mais je sentais qu'ils étaient dans un délire où moi, je me reconnaissais pas. Tu vois ce que je veux dire? Je me suis toujours senti un petit peu en décalage par rapport à ça. Je sentais aussi physiquement que je voulais pas continuer à évoluer dans ce milieu-là, parce que forcément, moi, je fréquentais des mecs qui étaient aussi plus âgés, enfin plus jeunes, plus âgés, et je voyais un peu où ça menait, tu vois, de rester dans ce délire d'ado prépubère, métalleux, machin. Généralement, ça conduit à avoir des jobs qui vont tourner peut-être autour de la musique ou des trucs comme ça, mais c'est toujours un peu précaire. T'arrives jamais réellement à évoluer. Et pour moi, en fait, tu restes un cassos toute ta vie, tu vois, pour dire les termes. Et je commençais à me dire, bon, ça c'était marrant, tu vois, quand je commençais, quand j'avais 14, 15, 16 ans, quand je commençais à avoir 17, 18, je commençais à me dire, bon, il va peut-être falloir que je sorte un peu de ce milieu-là et que j'essaie de voir un peu autre chose, quoi. Et là, on va commencer à arriver sur une deuxième période de ma vie, que j'ai noté d'ailleurs ici, une période de déclic. C'est une période où je me suis vraiment sorti de ce milieu métalleux, encore une fois. Qu'est-ce qui m'a déclenché ce déclic? Je pense que vous vous en doutez, à l'époque, j'ai rencontré une fille. J'ai rencontré une fille qui, elle, n'était pas du tout dans ce milieu musicaux, ce métalleux, rocker, tout ce que tu veux. Je sais pas par quel moyen j'ai fait pour la séduire, on va dire, parce qu'à l'époque, j'avais encore mon look de métalleux, hein, et je te mettrai les photos. J'étais toujours aussi maigre, etc. Tu vois, j'avais rien pour moi. On va dire que niveau charisme, j'étais niveau 0. Je sais pas par quel moyen j'ai fait pour réussir à parler à cette fille et la séduire, on va dire, mais j'ai réussi. Et j'ai vite senti que si j'évoluais pas, on va dire physiquement,
la relation n'aurait jamais pu vraiment continuer à se développer et aller plus loin. Donc moi, ce que j'ai fait, d'un côté, je commençais à me dire, ce milieu de métalleux, etc., moi, ça commence à me gonfler, je me sens pas forcément rattaché à ce milieu-là. D'un autre côté, je commençais à voir les femmes, etc., et je me suis dit, si je change, en fait, déjà physiquement, j'aurais plus d'opportunités. Donc ce que j'ai fait, j'ai coupé mes cheveux du jour au lendemain. Voilà, j'ai coupé tous mes cheveux, j'ai commencé à changer de style vestimentaire pour adopter, on va dire, un style, je me cherchais encore à ce moment-là, mais un peu plus, on va dire, normal, tu vois. Moi, à ce moment-là, donc pas sur la vingtaine, hein, mais on va dire plutôt sur les 18 ans, c'est l'année où je dois passer le bac. Mes parents, ils me disent de vraiment me focus là-dessus parce qu'ils voulaient pas que forcément je parte dans des trucs précaires. Moi, à l'époque, je voulais être intermittent, tu vois, je voulais être intermittent du spectacle, je voulais travailler dans les régies, dans les salles de concert, ou alors faire ingénieur du son, ce genre de trucs. Mes parents m'ont un peu dissuadé et je me suis focalisé cette année-là sur passer mon bac. J'ai passé un bac scientifique. Je suis parti ensuite en BTS parce que à ce moment-là, ce que je voulais faire, c'était des études de banquier. Dans cette phase de déclic, on va dire de déclic physique où j'ai commencé à changer physiquement, j'ai commencé à avoir, on va dire, un appel de l'argent. En fait, si tu veux, à ce moment-là, j'ai eu un déclic physique, mais j'ai aussi eu un déclic de me dire, j'ai de l'ambition en fait. Je savais pas avant, mais j'ai commencé à me rendre compte que j'avais de l'ambition et que je voulais voir plus grand, et que je voulais faire mieux. Et je me suis dit, vu que j'ai commencé à évoluer d'un point de vue physique, pourquoi pas aussi évoluer d'un point de vue carrière. Et là, je parle même pas de business, etc. Je savais pas que j'allais être entrepreneur à ce moment-là. C'était vraiment, je me suis dit, bon, j'ai envie de palper, j'ai envie de faire de l'oseille. Ça a l'air d'être cool quand même de faire de l'oseille. Moi, tous les groupes de métalleux que j'ai fréquentés, qui étaient des gros communistes, c'était un gros mot pour eux, quasiment, de parler d'argent. Moi, je me suis dit, merde, tu vois, pour moi, ça a l'air cool. Donc, qu'est-ce qui paye bien? Je pense que banquier, ça paye bien, tu vois. Je me suis vraiment pas... j'ai pas poussé la réflexion non plus pendant 10 ans, tu vois. Moi, dans ma tête, banquier, ça voulait dire gagner beaucoup d'argent. Ce qui est complètement faux d'ailleurs. Hein. Je pense que des banquiers qui gagnent bien, c'est des banquiers, des banquiers dans les banques privées ou qui font vraiment de la finance. Mais moi, le banquier que j'imaginais, c'était juste faire l'accueil à la banque. J'étais un peu con à l'époque, hein, tu vois. Donc je me suis dit, tiens, je vais faire des études de banque. Comment on fait pour faire des études de banque? Il y avait un BTS banque à l'époque qui existe peut-être aussi toujours. Je me suis dit, je vais faire ça. Je postule, je suis pas pris. Ok, je suis pris dans mon BTS banque. J'ai été repêché dans un BTS de comptabilité. Je passe mon bac, je l'ai, avec mention assez bien d'ailleurs, et je suis pris du coup en BTS comptabilité. Et donc là, on va arriver sur encore une nouvelle période de ma vie, qui a été donc la période année 2016 jusqu'à 2019. C'est là que j'ai fait ma première vraie, on va dire, transformation, on va dire, dans ma vie, après cette prise de conscience que j'ai eue dans les années 2017. J'avais pas encore changé physiquement ni quoi que ce soit à ce moment-là. Hein. J'avais juste quitté mon look de métalleux. Mais là, je me suis dit bon, j'ai eu mon bac, je vais arriver dans des études de compta. J'ai pas été pris en banque, mais c'est pas grave, on va voir ce qu'on peut faire dans la compta. Peut-être que je pourrais devenir expert comptable ou autre. Je savais pas à l'époque qu'expert comptable c'était ultra hard, hein, tu vois. J'en suis rendu compte par la suite. Mais plein d'ambition, tu vois, en tant que jeune. Je me suis dit bon, allez, là, je vais essayer de faire expert comptable et je vais essayer de palper, bosser dans un bureau, machin. Ça a l'air pas mal. À ce moment-là, du coup, comme je te disais, j'étais encore, on va dire, niveau 0. Je savais en fait qu'à ce moment-là, je venais de prendre conscience que j'avais pas d'argent, que j'avais pas de contact, que j'avais pas de réseau, que j'avais pas de conditions physiques. Je faisais 50 kilos tout mouillé, etc. J'étais pas beau, on va dire. Je prétends pas l'être aujourd'hui, mais tu vois ce que je veux dire. J'étais vraiment au niveau 0 et je commençais à m'en rendre compte. Donc là, avec les études supérieures, je me suis mis à la muscu. Ok, je me suis dit, j'en ai ras-le-bol de mon corps de lâche. Il va être temps de changer ça, on va se mettre à la muscu. Et donc, je me suis vraiment métamorphosé, on va dire, entre guillemets, physiquement. J'ai pris 20 kilos en l'espace de, je sais plus, peut-être 2, peut-être 3 ans. On va dire depuis les années 2017 jusqu'aux années 2018, 2019. Mais j'étais en mode tryhard. En plus, à ce moment-là, je sais pas s'il y a des plus anciens qui regarderont cette vidéo, c'était la mode, on va dire, entre guillemets, la muscu. C'était l'époque où tout le monde se mettait à la muscu. Tout le monde devenait influenceur et rajoutait fit dans son pseudo Instagram, tu vois. Baptiste fit, Alexis fit, il y avait que des trucs comme ça. C'était l'époque où Thibaut InShape il commençait à percer. Enfin, c'était vraiment un bon mood, tu vois. Et moi, je suis rentré un peu dans cette mode-là. Et je me suis mis à la muscu à fond. Le midi, quand j'avais des potes qui allaient au grec, moi, je ramenais ma grosse gamelle de riz. J'avais une jet où je mangeais genre 3500, 4000 calories par jour. Ce qui était énorme pour moi. Hein. Je suis un mec d'1m70, je faisais 50 kilos. T'inquiète pas que la sieste, après, pendant les cours, elle y allait, tu vois, quand je m'enfilais des plats comme ça. Mais j'ai pris 20 kilos. J'ai commencé à changer physiquement, etc., etc. Et ça a été une période où j'ai fait du coup mes 2 ans en BTS Compta, qui étaient des très bonnes années, mais je faisais pas
toujours pas de business à ce moment-là. Je savais toujours pas que le business en ligne, ça existait. C'était pas très démocratisé non plus à l'époque. J'étais dans ma phase de me dire, bon voilà, la vie elle est sympa. Je vivais chez mes parents, j'étais nourri, logé, blanchi. J'avais quasiment aucune charge. Je faisais mes centres aérés pendant les petites vacances et pendant les grandes vacances l'été. Tu vois, c'était la vie d'étudiant, tu vois. J'étais souvent à Lille, on faisait quelques soirées. J'ai découvert aussi les soirées étudiantes, les trucs comme ça. Bien que c'était pas non plus trop ma cam, c'était une période, on va dire, de mes 18 à mes 20 ans qui était plutôt sympa. Je me voyais évoluer physiquement, je commençais à kiffer. Mais, parce que forcément il y a un mais, toutes les bonnes choses ont une fin, et la fin elle arrivait quand même assez vite. Durant ces études de BTS comptabilité, il fallait faire des stages, tu vois, donc j'ai fait plusieurs stages en entreprise, et c'est là que j'ai commencé à sentir un truc, tu vois. Je me suis dit là, on est en études supérieures, on est tous jeunes, etc., on kiffe, on fait des soirées, on va en cours, mais je commençais à sentir que le monde du travail commençait à faire son appel. Et je commençais un peu à envisager les années qui allaient arriver. Quand je faisais mes stages, c'est vraiment les moments où je me suis dit, oulala, c'est beaucoup moins fun qu'aller en cours, rigoler avec tes potes, parce qu'on va dire que voilà, quand tu fais un BTS, c'est plutôt cool l'ambiance, tu vois. C'est pas non plus, voilà, t'as capté. C'était quand même assez drôle. Quand t'arrives en entreprise, tu sens que t'es dans le milieu pro, t'as des exigences, t'as des deadlines, il faut mettre une certaine tenue corporate pour y aller. Enfin, t'es un peu plus bridé dans ta liberté. C'était des stages pas payés que je faisais en plus parce qu'à chaque fois, c'était des malins, hein, tu vois, il fallait faire des stages de, je me rappelle plus, genre 5-6 semaines et c'était en dessous du niveau légal pour te verser un salaire. Enfin bref, je commençais à me dire, en fait, on se fout de ma gueule, tu vois. Je commençais à me dire, ça pue. Je sens qu'après le BTS, même si j'arrive à forcer un peu le truc, que je fais encore quelques années d'études, je vais finir par rentrer dans une roue infernale, ce qu'on appelle vulgairement dans les business en ligne la rat race, tu vois, mais c'est vrai, tu vois. Je sentais que j'allais rentrer dans un truc comme ça, où je me suis dit, en fait, si je rentre dedans, en mode salarié, vraiment avec un contrat, CDI, machin, je vais galérer à en sortir. Et là, j'ai commencé à me dire, oulala, il va falloir que je trouve une solution avant la fin des études. Je connaissais pas le business en ligne à ce moment-là. Mais ce que j'ai fait, je pense comme plein d'autres jeunes l'ont déjà fait, j'ai tapé naïvement sur Internet comment devenir riche, comment gagner plus d'argent, comment faire des investissements qui rapportent de l'argent. Enfin, je commençais un petit peu à m'intéresser à ce genre de trucs. Parce que, comme je te dis, j'avais vraiment conscience que j'étais niveau zéro financièrement. Les expériences en entreprise, en dehors de ce que je pouvais gagner comme salaire, je commençais à me dire que même les conditions, ça me plaisait pas. J'étais en train de me dire, même si on me propose demain 2500, 3000, même 4000 euros par mois, je sais même pas si je serais épanoui en gagnant cet argent parce que juste les conditions de travail, etc., c'était un enfer. Un de mes derniers stages que j'ai fait quand j'étais en BTS, c'était à, je pense, 1 heure de chez moi, parce que moi j'habitais en campagne, on va dire, pas très loin de Lille. Je vais prendre un bus, genre le premier truc de bus à 5h30 le matin, plein de métros différents dans l'île, reprendre un bus, etc. pour aller dans une ville qui était au-dessus de l'île. Et j'ai une anecdote par rapport à ça. En plus de faire 1h30 quasiment de trajet avec tous les cassos en plus dans le bus, dans le métro, une fois je suis arrivé genre 10 minutes en retard. Le début de mon poste c'était genre 8h30 je pense, on va dire, je sais plus exactement, mais admettons 8h30. J'étais arrivé à 8h40 parce qu'il y avait eu des accidents, des bouchons, des trucs, c'était en pleine période d'hiver je crois en plus. Et ce jour-là je me rappelle que ma boss, à ce moment-là, ma maître de stage. Donc je rappelle, j'étais même pas employé de l'entreprise, j'avais des comptes à rendre entre guillemets à personne. J'étais un stagiaire, je faisais du boulot que personne ne voulait faire parmi les salariés. Moi, je le faisais gratuitement, j'étais pas payé. Je le faisais pour avoir de l'expérience parce que c'était mon BTS qui me l'imposait. Bah cette dame, elle est venue me voir. Tu sais, elle s'est penchée comme ça au-dessus de moi et elle m'a dit, il faudra plus jamais que ça se reproduise. Là, t'es arrivé en retard ce matin. Et en fait, au fond de moi, je me suis dit, oulala. Alors déjà, moi, je me suis levé à 5 heures. J'ai pris un bus, j'ai pris 3 métros, j'ai repris des bus, machin. J'ai fait 2 heures de route. Ça, premièrement. Deuxièmement, j'ai jamais été en retard de ma vie, tu vois. Tous les autres jours d'avant, je suis le genre de mec où j'arrivais 10 minutes avant et le soir, je repartais une demi-heure après. Vraiment le mec corporate comme il faut, tu vois. Et cette meuf-là, quand elle m'a dit ça, je me suis dit, ah ouais, c'est ça le monde du travail. Et ben putain, elle est belle, tu vois. Surtout que en tant que tel, moi, genre, j'avais aucun souci, comme je le disais, à repartir, rattraper mes 10 minutes de retard du soir. Je le faisais déjà tous les autres jours d'avant, tu vois. Si j'avais pas fini mon taf, je restais même 1 heure de plus. Et je me rappelle que ce jour-là, bien précis, j'ai envoyé un message dans le groupe de potes du BTS qu'on avait et je leur ai dit, les gars, je sais pas vous comment ça se passe votre stage, mais moi, je sens que ça va pas être fait pour moi. Je sens qu'il faut qu'on make it. Je leur ai dit un truc du genre, si j'arrive à retrouver le screen, je vous le remettrai parce que c'est assez drôle. Mais je leur ai dit un truc du genre, les gars,
il doit forcément avoir une autre voie. Il doit avoir un truc pour faire de l'argent en étant jeune. Il faut qu'on ait une vie plus stylée parce que là, c'est tu vois. Tous mes potes, ils m'ont dit en mode ouais, gros, t'inquiète, tu vois. C'était un peu de ma gueule, tu vois. Et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai commencé à chercher à fond des alternatives, comment devenir riche, ce genre de requêtes un peu bateau sur Google. Et j'ai commencé à tomber sur des chaînes YouTube à l'époque qui parlaient de ça. Des noms que j'ai en tête à l'époque que je suivais, Théophile Hélier, un des premiers gars, on va dire, qui parlait de business en ligne et qui m'a inspiré. À l'époque, il y avait aussi un gars que certains ont peut-être connu qui s'appelle Léo Guillot, qui parlait d'e-commerce, dropshipping. Il y avait qui à l'époque? Il y avait, je crois, Fred Zibet, un ancien aussi. Il y avait qui encore? Olivier Roland. Enfin, là, je parle de dinosaures du business en ligne qui sont peut-être même plus trop actifs aujourd'hui, qui parlaient de, voilà, bah moi, je fais un blog, moi, je monétise un truc en ligne. Léo Guillot, pour reprendre son exemple, lui, il faisait du dropshipping, je savais pas ce que c'était. Il disait qu'il prenait des produits, qu'il les vendait, je comprenais vraiment pas grand-chose. Je voyais que ce mec qui roulait en i8 à l'époque, qui vivait en Suisse, j'étais en mode, attends, c'est quoi ce délire? Donc, j'ai commencé à faire mes recherches, et là, j'ai eu mon deuxième déclic. On va dire que mon premier déclic, c'était quand j'étais fin ado, jeune adulte, premier déclic physique, etc. J'ai essayé de m'améliorer physiquement, changer mon style, m'extirper d'une communauté qui me ressemblait plus, et j'ai vraiment changé physiquement, je me suis amélioré, mon élocution, plus de confiance en moi, etc. Ça, c'était le premier déclic. Et le deuxième déclic, c'est le déclic financier, on va dire, plutôt de dev perso, où je me suis dit, en fait, je me reconnais pas dans le système classique, je me reconnais pas dans avoir un boulot et devoir travailler pendant 40-45 ans, avoir une retraite misérable, etc., comme je le voyais autour de moi parmi les plus anciens, etc. Et c'est là que j'ai pris une prise de conscience et je me suis dit, j'ai compris, je vais faire du business en ligne, je vais devenir entrepreneur, je vais faire une tonne de fric, je vais tous leur faire un doigt et je vais me barrer. Spoiler, c'est ce qui s'est passé. Donc je suis bien content, mais sur le moment, c'est pas ce qui s'est passé. Forcément, ça a pris du temps, il y a eu des hauts et des bas. À ce moment-là, on est dans les années, sauf erreur, 2018. Il me semble que c'est l'année où j'ai obtenu mon BTS de comptabilité. Et ce qui se passait à ce moment-là, c'est que la plupart des gars avec qui j'étais en BTS compta, qui l'ont obtenu, sont partis ensuite sur des licences mi-théoriques, mi-pratiques. Comment on appelle ça? De l'alternance, voilà. Et tous les professeurs du BTS, ils mettaient la pression, comme des porcs, pour que tout le monde aille faire de l'alternance. Parce qu'en soi, c'est le meilleur moyen, ensuite de décrocher un CDI, d'avoir un poste et d'être mieux formé. Mais moi, je ne voyais pas de cet œil-là. Moi, je me suis dit, l'alternance, c'est une douille, parce que j'aurais encore moins de temps si j'essaye de lancer un business, etc. Et pour moi, l'alternance, c'était, on me retirait un peu de liberté. Parce que moi, à ce moment-là, je kiffais ma liberté j'allais en cours. Des fois, si je voulais dormir dans le cours, je dormais dans le cours, tu vois. Je sortais des fois le soir avec mes potes, le jeudi, vendredi, on faisait des soirées étudiantes. Tu séchais peut-être les cours du matin, le lendemain, t'y allais pas, machin. Et je me suis dit, en fait, demain, si je fais de l'alternance, ça, c'est fini. Alors oui, certes, j'aurais peut-être un petit salaire d'alternant, etc. Mais c'est compliqué, c'est plus la même vie après. Et je me suis dit, vas-y, je me laisse du temps, je sais pas ce que je vais faire, mais je vais faire une licence classique, pas d'alternance. Je veux que de la théorie, moi. Moi, je vais aller à la fac maintenant et qu'on me laisse, tu vois. Donc, c'est ce que j'ai fait. À ce moment-là, je suis parti à la fac. Et c'est l'année où j'ai décidé de me lancer dans le dropshipping. Je me rappelle que je me suis lancé un 1er janvier. Parce que c'était pour moi le début de l'année, tu sais, les nouvelles résolutions, une date symbolique, machin. Et sauf erreur, j'ai commencé à me former sur le dropshipping le 1er janvier 2018. Il me semble que c'est ça. J'en parlais avec un pote en plus parce que j'avais un binôme quand j'étais en licence qui venait de mon BTS et avec qui je suis allé à la fac. Et j'essayais de lui en parler. Je lui disais, regarde mec, il y a ce mec-là, Léo Guillot, machin. Il y avait d'autres gars aussi qui en parlaient. Il parle de dropshipping. Apparemment, c'est un business qui, en tout cas pour moi, cochait toutes les cases. Je voyais que des jeunes faisaient de l'oseille avec ça et qu'ils avaient une vie stylée. Pas de patron. On peut démarrer avec quelques centaines d'euros. Ça peut faire truc de dingue, des journées à 1000, 2000, 3000 euros. Je me suis dit, attends, ça a l'air vraiment beau, trop beau pour être vrai. Mais en tout cas, ces mecs-là en parlent et ça vaut le coup, en tout cas, de s'y intéresser. Mon pote était pas trop réceptif. Mais moi, je lui ai dit, écoute, là, 1er janvier, je vais acheter une formation, je vais me lancer, etc. Pour remettre un peu dans le contexte, et là, je vais parler peut-être un petit peu technique e-commerce. Donc, si jamais ça parle pas à certaines personnes, je vais essayer quand même de donner le plus de détails possible. L'époque où je découvrais le dropshipping, c'était, on va dire, l'âge d'or du dropshipping monoproduit avec Facebook Ads, Meta Ads. C'est-à-dire que ce que les gens mettaient en avant à l'époque, c'était oui, pour faire beaucoup d'argent en dropshipping, trouve un produit winner, tu l'isoles sur une boutique, tu lances une campagne de marketing sur Facebook Ads et ça pleut de l'oseille. Donc moi, je suis parti là-dedans.
forcément, j'ai pas eu de résultat. Parce que ça s'est avéré en fait après avec le temps ne pas forcément être la meilleure stratégie à faire pour faire du e-commerce. Et j'ai perdu beaucoup de temps, en vrai j'ai perdu beaucoup d'argent, mais avec du recul c'est même pas du temps que j'ai perdu ni de l'argent que j'ai perdu puisque je me suis formé au final. Si j'avais pas fait ces erreurs-là, j'aurais peut-être jamais découvert par la suite Google Ads, le SEO, tous ces trucs-là. Donc pour moi c'est pas du temps de perdu, mais je me formais, ça marchait pas trop. On arrive sur le mois de novembre, octobre-novembre 2018, et là j'ai des résultats. Pour moi en fait c'est un coup de chance. Il y a peut-être des gens qui diront bah non finalement ça a toujours fonctionné le dropshipping de nos produits, t'avais juste pas trouvé le bon produit avant et là t'as eu le bon produit. Pour moi c'est pas le cas, pour moi j'ai juste eu un coup de chance. J'ai trouvé un produit qui a finalement marché. Donc ça m'a quand même pris, tu vois, 8-9 mois pour finalement trouver un produit qui faisait à peu près semblant de marcher, on va dire. J'ai lancé cette boutique en dropshipping en octobre 2018 et rapidement, j'ai fait des grosses journées. 300, 400, 500 euros par jour. Alors, je précise de chiffre d'affaires sur lequel moi j'avais une autre entreprise, donc je déclarais forcément mon chiffre d'affaires de façon trimestrielle, je payais mes charges. Bon, j'avais l'ACRE à l'époque, donc je payais pas non plus trop de taxes, mais c'était quand même une taxe basée sur le chiffre d'affaires, donc c'est relou. Et on va dire que la plupart du budget, enfin la plupart de mon CA, pardon, c'était des publicités Facebook. C'était le gros problème de tout le monde à l'époque. C'est que tout le monde se branlait un peu sur des gros dashboards. Oui, j'ai fait 1000 euros par jour. Y a des mecs qui scalaient fort, 10 000 euros par jour et tout. Mais derrière, si tu dépenses 8 000 euros ou 9 000 euros en ads, ta journée à 10 000 euros de chiffre d'affaires, elle vaut rien. Tu payes ton fournisseur, tu payes tes frais Shopify, tes frais Stripe, tes trucs, tes machins. Il te reste que dalle. Et moi, j'étais dans ce schéma-là. Mais je me voilais un peu la face. J'étais en mode, en fait, j'ai trouvé un truc qui génère de l'argent. Je me souciais pas de la rentabilité. Je voulais juste prendre une revanche un peu et montrer des screens à quelques potes et machin à mes parents et leur montrer, regardez, je fais de l'argent. Je faisais de l'argent, mais du chiffre d'affaires, quoi. Donc, j'ai quand même scalé ce truc. Je crois que la journée la plus haute que j'ai dû faire, ça devait être genre 2000 euros par jour. Toujours avec très très peu de marge. J'en avais quand même un tout petit peu. Donc, je commençais à faire un peu d'argent. Mais c'était pas non plus fameux. Il y a un truc que j'ai fait, une des erreurs que j'ai fait, c'est que j'ai arrêté la fac, du coup, en janvier 2019. Donc, un an après, tu vois, commencer à former sur le drop. J'ai commencé à me former sur le drop janvier 2018. Première boutique qui marche, on va dire vraiment octobre 2018 et janvier 2019, un an après. Moi, dans ma tête, c'était déjà tout tracé. J'étais en mode, mais mec, là, je vais devenir multimillionnaire. Je vais faire du e-commerce, machin. J'ai compris. T'inquiète, Léo Guillot, t'es mon gars. Tu m'as renseigné ce qu'il fallait, machin. C'est trop bien. Moi, maintenant, les études, allez vous faire foutre. J'irai pas à vos études. Je vais arrêter et je vais partir vivre à Bali. C'était un peu, tu vois, mon mindset de l'époque. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je reviens plus en cours. Il y avait une période de partiel sur la fin de 2018, sauf erreur. Je vais au partiel, mais je n'avais pas suivi le premier semestre, alors j'ai même pas eu les résultats, j'ai même pas rempli tous les feuilles, etc. J'ai pas fait ça sérieusement, et je suis jamais revenu à la rentrée. Je scalais mon business. À cette époque-là, j'ai même pas dit à mes parents que je faisais du business ni rien. Mes parents pensaient que j'allais en cours, j'allais même pas en cours. J'ai arrêté les études, et en février 2019, je dis vas-y, je prends un billet pour aller à Bali, avec le peu de bénéfices que j'avais quand même réussi, on va dire, à accumuler. J'ai dit vas-y, moi je me barre à Bali. Je suis parti à Bali pendant un mois. Et ce qui s'est passé, malheureusement, c'est que durant cette période où j'étais à Bali, et que je pensais que ça y est, j'avais craqué les codes, etc., mes potes de la fac à l'époque, ils pétaient un plomb, hein. Ils voyaient mes stories sur Instagram. Il y a genre 2-3 mois, j'étais avec eux à la fac. On allait au grec le midi, on n'avait pas trop d'argent, machin. Moi, je parlais pas trop de ce que je faisais, donc ils savaient même pas que je faisais du business. 2 mois après, j'ai arrêté les études, je suis plus là. Je suis plus sur les bancs de la fac, je suis à Bali. Je mets des stories à la plage, dans ma villa, etc. Enfin, ils comprenaient rien, tu vois. Mais le problème, c'est que du coup, ce fameux produit gagnant que j'avais trouvé à l'époque, il m'a fait faire du CA pendant 2, 3, 4 mois. Mais pendant que j'étais à Bali, le produit ne marchait plus. Au bout d'un moment, c'était la fin en fait, c'était épuisé, ça marchait plus. Et c'est ça le principal problème avec Facebook Ads et les stratégies monoproduits, c'est que ça dure jamais sur des années. C'est des trucs de tendance. Ça va marcher à l'instant T. Après, quand ça marche et que tu scales, t'as plein de concurrents qui vont copier exactement ton site. Vu que t'as aucun branding, t'as rien, tu peux rien copier par tout le monde. Le produit après se fait scaler par un mec qui a beaucoup plus de budget que toi. Le produit devient saturé et c'est terminé après. Tu peux plus relancer le produit. Et donc moi, à ce moment-là, j'étais un peu dépassé par les événements. Mon produit marchait plus. Je faisais de moins en moins de CA. On arrivait sur la fin de mon séjour à Bali. Je me suis dit, bon, vas-y, chiant, mais je vais rentrer chez moi en France et on va relancer un produit et puis on va relancer la machine. Et le problème, c'est que je suis rentré chez moi, plus d'argent sur mon compte en banque, tout s'était évaporé. Je relançais des produits à droite à gauche, mais chaque testing que je faisais qui marchait pas me faisait perdre
de l'argent et j'avais arrêté les études et j'ai commencé à me retrouver, on va dire, dans une impasse dans laquelle en fait j'avais l'impression d'avoir tout perdu. Enfin, c'était le cas de toute façon. Je pouvais pas retourner aux études, j'avais arrêté depuis trop longtemps. Moi, je m'étais renfermé sur moi-même parce que j'avais de l'ego, forcément. Je pouvais pas dire aux gens, bah en fait j'ai eu du succès pendant 6 mois et là j'ai plus rien, donc voilà. Mes parents, ils me demandaient où ça en était trop, mes études, machin. Je leur ai dit ouais, bah écoutez, là j'ai lancé un business en ligne, je leur en parlais pas trop. Je leur ai dit, vous inquiétez pas, ça marche, etc. Voilà, ça marchait plus à ce moment-là. Ma copine de l'époque, qui me trouvait du coup méga chelou parce que je parlais pas trop ce que je faisais, je voulais pas en fait assumer la défaite. Donc ça a été vraiment une période compliquée. Et on va dire que la période de juin à août 2019, c'était une période où je sais pas si j'ai vécu vraiment une vraie dépression, parce que je voudrais pas non plus m'approprier cette maladie par rapport à d'autres personnes qui en ont vécu vraiment des vrais et des sévères, mais j'ai eu l'impression de ressentir en tout cas ce qu'on appelle une dépression. J'avais plus envie de me lever le matin, j'avais des problèmes et je pouvais en parler à personne, plus aucune motivation de rien, je voulais plus aller au sport, j'allais de moins en moins à la gym à ce moment-là. Et je me levais tard, je me levais à 13h, tu vois, je mangeais mal, enfin j'étais en train de retomber en fait dans un truc très négatif. Mais donc, à ce moment-là, je me suis dit ok, j'ai deux options. Option 1, c'est accepter la défaite, reprendre des études là sur le mois de septembre, ou alors trouver un travail en intérim, j'en sais rien, trouver un truc, mais il faudra que je me bouge dans tous les cas, ça va être la rentrée, donc il faudra que j'ai quelque chose à mon entourage. Soit il faut que je redouble d'efforts, il faut que je trouve une solution, et il faut que je reste dans cette voie d'être entrepreneur, faire du business, etc. Moi, l'avantage que j'avais, c'est que je savais que ça pouvait marcher de faire du business en ligne, parce que j'ai fait un peu d'argent les mois d'avant. J'ai juste pas su gérer le business, je me suis fait dépasser par les événements, j'avais pas de réel bénéfice à la fin, mais j'ai bien pu générer de l'argent. Avec la première boutique que j'ai fait, j'étais pas loin des 100 000 euros de chiffre d'affaires. Quand même, tu vois. 100 000 euros de CA, tu vois, en quelques mois. Donc je me suis dit, je sais qu'il y a un truc à faire, il faut juste que je sois maintenant plus smart que tous les autres et que j'arrête de courir après les produits gagnants, parce que même moi, ça me fatiguait. Même moi, en fait, d'un point de vue estime de moi-même, j'étais en mode, en fait, je fais du téléachat, là. Je vais prendre sur AliExpress des produits de merde, des trucs de cosmétiques, de brins, etc. Et je vends ça, au lieu que ce soit 100 euros, ça coûte seulement 15 euros, je faisais des bundles, des trucs, mais je me sentais un peu comme une merde, tu vois. Et c'est là que je me suis dit, en fait, c'est pas du tout intelligent de mettre des produits, déjà un seul produit sur une boutique, alors que tout ce que je vois autour de moi, c'est des magasins qui vendent des produits avec des collections, etc. Je me suis dit, c'est pas logique d'aller mettre des publicités qui coûtent cher sur un feed Facebook où les gens, à la base, ils vont pas dessus pour acheter. Je commençais en fait à me matrixer par rapport à ça. Et à ce moment-là, j'ai découvert le monde du SEO et un peu plus tard le monde de Google Ads. Mais dans un premier temps, j'ai découvert le SEO. À ce moment-là, j'ai acheté un livre qui s'appelle Référencement web de Olivier Andrieux, qui est un mec qui fait du SEO depuis des années, qui est très qualifié là-dedans et qui m'a franchement appris toutes les bases, très honnêtement. Et quand j'ai découvert le SEO, donc le SEO, terme un peu technique, mais c'est le fait de référencer un site web sur Internet par différentes techniques, différentes méthodes. Et quand tu es bien référencé sur certains mots-clés, bah, tu as des visiteurs qui viennent sur ton site gratuitement. Tu payes pas en fait. Donc moi je me suis dit déjà, les gens qui vont taper des mots-clés sur Google, ils veulent acheter forcément des produits, puisque si un mec tape raquette de tennis, c'est pas pour aller voir un article de blog, c'est pour acheter une raquette de tennis. Si un mec tape acheter paire de lunettes, c'est parce qu'il veut acheter une paire de lunettes. S'il tape acheter une paire de chaussures, c'est parce qu'il veut acheter une paire de chaussures. Bref, je me suis dit, c'est beaucoup plus logique d'aller chercher déjà mes clients pour mon site e-commerce sur Google. Et en plus de ça, en découvrant le SEO, je me dis ça peut être gratuit. Ça veut dire que moi, ma boutique d'avant, où j'ai fait 100K de CA et j'ai peut-être dépensé 70K en pub, si j'avais pas dépensé ces 70K en pub, mais attends, mais là j'en serais méga bien, je serais ultra rentable et là je serais pas au point où j'en suis au fond du trou. Moi je me suis dit, écoute, j'arrête d'écouter tous les youtubeurs, machin, etc. J'ai l'impression qu'ils veulent tous me vendre une formation qui vient des US, etc. J'arrête de suivre ce modèle, je vais faire mon truc dans mon coin, c'est ma dernière carte, si ça marche pas tant pis, je ferai autre chose, mais je vais tenter ça. Et donc j'ai acheté ce livre, Olivier Andrieux. J'ai aussi acheté une formation d'un gars qui parlait beaucoup de SEO à l'époque, qui m'a beaucoup servi. Et j'ai commencé à construire 2 boutiques. Donc j'ai reconstruit 2 boutiques en partant de zéro. D'ailleurs, une de ces boutiques-là, pour l'anecdote, je l'ai lancée le jour de mon anniversaire, le 8 juillet 2019. J'étais au fond du trou, j'étais chez mes parents, j'aurais peut-être quelques screens à te mettre
ici sur cette vidéo. Mais je me rappelle très bien d'avoir pris un screen de l'ouverture de cette boutique Shopify avec la date sur mon écran d'ordinateur en bas, 8 juillet 2019. Et je me suis dit, putain, c'est pas le jour le plus sexy de ma vie, tu vois, c'est censé être mon anniversaire. Je suis en train de faire des fiches produits SEO, de mettre des mots-clés sur mon site web, etc. Après, encore une fois, je te dis, là, je bossais comme un malade sur ce site-là en faisant du SEO. Après avoir vécu 100 000 euros de CA avec un monoproduit, un peu argent facile, avoir été à Bali, etc. Donc c'était dur, tu vois, mentalement, de me dire, voilà, là, je repars de zéro, etc. Beaucoup de charbon, je sais que ça va être long, etc. Mais je me dis, vas-y, je vais tenter ça. Je relance 2 boutiques et petit à petit, ça commence à ressembler à quelque chose. Je commence à faire 2 boutiques avec des collections, avec des produits. Je fais des stratégies SEO. À l'époque, il faut savoir qu'il y avait encore beaucoup moins de concurrence qu'aujourd'hui, forcément. Donc c'était encore peut-être un peu plus facile qu'aujourd'hui. Et je me dis, vas-y, ça va pas assez vite. J'ai envie que ça aille plus vite que ça parce qu'il me faut des résultats, il me faut de l'argent là. Parce que tu vois, après, j'ai plus le choix. Mes parents commençaient à me dire, bon, bah, si tu fais tant d'argent, il va être temps de, voilà, d'être indépendant, tu sais, prendre ton appartement, etc. Bref, j'avais un peu la pression financière, on va dire. Je me suis dit, il faut que ça aille plus vite. Et c'est là que j'ai découvert Google Ads. Et c'est là que je me suis dit, je pense que j'ai trouvé le bon truc. Faire du SEO qui va m'assurer des revenus pendant des années, sans payer le trafic, etc., une grosse colonne vertébrale, plus derrière du Google Ads. Donc certes, ça va être de la publicité payante, mais pour moi, c'est cohérent de payer en fait pour des mots-clés, de mettre ses produits sur Google Shopping, etc., parce que c'est là où les gens cherchent les produits. Je pense que ça va marcher. Et ça a commencé à marcher. J'ai commencé à faire des journées à 50 euros de CA. Ça reprenait tout doucement, tu vois. Donc c'était plus du tout aussi sexy que les chiffres que je faisais 6 mois avant sur Facebook Ads. Mais là, par contre, quand je faisais une journée à 50 euros de CA, j'avais peut-être dépensé 5 euros dans ma journée sur Google Ads, tu vois. Et de temps en temps, j'avais quelques ventes SEO, donc pareil, je ne dépensais pas pour du trafic. Donc j'étais beaucoup plus rentable en faisant 5 fois moins de chiffre d'affaires. Et petit à petit, pendant tout cet été, donc juillet, août, et ça a continué après sur septembre 2019, j'ai commencé, avec ces 2 boutiques-là, à faire des journées à 100, 150 euros, 200 euros de chiffre d'affaires. Et c'était stable en fait. C'était tous les jours, j'avais une vente par-ci par-là, un coup sur une boutique, un coup sur l'autre. Et quand je cumulais les deux, au global, j'arrivais à faire des journées à 150, 200, parfois 300 euros de CA. Et en fait, mis bout à bout, il faudrait que je ressorte les chiffres parce que je les ai pas ici sous les yeux, mais mes chiffres que je faisais à l'époque. Sur le mois de septembre, j'avais peut-être dû faire 5 ou 6 000 euros de CA quand même, mine de rien. Parce que la machine se relançait. C'était pas des gros chiffres, mais sur 6 000 euros de CA, au lieu de dépenser 5 000 euros en pub, j'en dépensais peut-être 1 000 ou 1 500 et j'avais enfin du bénéfice. Et là, j'étais en train de me dire, si je scale ce truc, que je fais plus de boutiques, que je bosse encore plus le SEO, que je réinvestis un peu plus dans Google Ads, etc., j'ai peut-être trouvé enfin un truc qui va me permettre de gagner de l'argent avec ce business e-commerce. J'ai pris mon téléphone, tu vois, parce que je me rappelle qu'il y a 1 an en arrière, j'avais publié une story à la une sur mon compte Instagram dans laquelle je retraçais justement cette période septembre, octobre, novembre, décembre 2019, ma grosse ascension, et 2020 l'année qui a suivi. Donc j'ai les chiffres ici sous les yeux pour te les partager. Mais juste avant de parler de ces chiffres-là, juste pour dire que du coup, mois de septembre, je commençais à faire quelques milliers d'euros. Octobre, novembre, décembre, c'était du coup le Q4 en plus, donc la période la plus intéressante en e-commerce. Je commence à avoir des résultats qui sont en croissance. Et moi, à ce moment-là, j'avais qu'un seul objectif en tête, c'était de m'expatrier à Malte. Parce que je m'étais fait matraquer pendant 1 an fiscalement sur mon auto-entreprise, parce que j'avais envie de partir pour tout simplement optimiser ma fiscalité, et aussi surtout parce qu'à l'époque, il commençait à se dessiner une communauté d'e-commerçants, dropshippers, surtout axée sur le SEO, on va dire, une communauté au dropshipping SEO qui commençait à se dessiner à Malte, parce qu'il y avait forcément ce formateur dont je parlais un peu plus tôt, qui m'avait donné aussi un petit peu de la lumière sur le SEO en e-commerce, etc., qui habitait lui à Malte et qui commençait à ramener des gens. Donc je m'étais dit, moi, j'ai envie déjà donc de fuir, on va dire, le système communiste qu'il y avait en France. J'avais envie de fuir aussi la météo parce que en ayant toujours vécu à Lille, je me suis dit, si j'ai un business en ligne que je peux vivre n'importe où, autant aller au soleil, donc je vais aller à Malte. Et en plus, je vais construire un réseau, je vais être bien, je vais pouvoir scaler, etc. Donc c'était mon gros objectif. Je ne vivais que pour ça. Le Q4 2019, j'avais qu'un truc en tête, c'était partir à Malte. Ok ? Et après, je suis parti en février 2020. Donc ça a été finalement assez rapide, tu vois. J'étais au fond du trou en juillet, août 2019. Et février 2020, donc 6 mois après, j'étais à Malte et je faisais 10K par mois. Donc ça peut réellement aller vite. C'est aussi pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour retracer un peu mon parcours. Chaque parcours est différent, mais vraiment faire comprendre que des fois, on retombe très bas et en fait, il suffit de se bouger le cul, de se mettre dans l'action, mettre des actions cohérentes face à nos objectifs et ça peut forcément marcher pour le futur. Au niveau des chiffres, ici j'ai un screen que, comme je disais, j'avais mis sur ma story Instagram il y a quelques temps. Décembre 2019, bah là je l'ai sur mon écran mais je mettrai le screen directement sur cette vidéo. Une journée
c'est pas le mois de décembre complet, mais c'est une journée de décembre, 3 décembre 2019, tu vois, j'avais plusieurs boutiques, on voit 3 boutiques et un total de chiffre d'affaires de 385 € de CA. J'ai même écrit, j'ai enchaîné les journées entre 350 et 500 € par jour de CA durant ce décembre 2019, ce qui représentait en fait au global, avec toutes les boutiques, plus de 10 000 € par mois de chiffre d'affaires, alors que j'étais fauché il y a quelques semaines, on va dire, auparavant. Donc tu vois, quand tu regardes ces 3 boutiques-là, c'est pas des chiffres immenses. Il y a une boutique qui fait une seule vente à 50 €, une boutique qui fait 3 ventes pour 70 € et une autre qui fait 7 ventes pour 250 €. Mais quand tu regroupes tout ça, ça faisait des journées intéressantes et au global sur un mois, je dépassais les 5 chiffres. Donc moi je me suis dit, je vais arrêter de faire la guerre au gros chiffre d'affaires comme j'ai fait avec Facebook Ads un an avant. Je vais juste développer mes petites boutiques. C'est un terme que j'ai repris par la suite, j'ai appelé ça des muses en fait. Des muses, pour moi, c'est des petits business qui font pas 1 million par mois ou je ne sais quoi. C'est des petits business qui sont rentables, qui rapportent du cash flow, automatisé, délégué, tu vois. C'est de là qu'est venue un peu la mentalité et la philosophie de créer une muse. Je m'étais dit, voilà, moi je pars maintenant sur ce système-là. Donc ça a commencé à marcher comme ça. Et donc là, du coup, on arrive sur 2020. Et ah oui, d'ailleurs, ça c'est un truc que j'ai oublié, en plus, je suis un fou. Moi, je me dis, vas-y, j'avais déjà fait quelques voyages à Malte en décembre avec une fois ma copine de l'époque, et ensuite j'étais allé avec un pote, et j'avais déjà fait du repérage. Je m'étais dit, vas-y, c'est bon, janvier-février, moi je pars à Malte. Ce qui se passe, les gars, en 2020, janvier et février 2020, il y a le Covid. Il y a le Covid qui démarre. Donc, moi, ce que je me dis, à l'époque, on savait pas ce que c'était le Covid. Ça démarrait. On entendait, oui, en Chine, il y a des mecs qui meurent avec une maladie, machin. On savait pas qu'elle allait avoir une pandémie mondiale qui allait durer pendant 2 ans, tu vois, avec tout le bordel qu'il y a eu par la suite. Je me suis dit, bon, moi, dans tous les cas, je change pas mes plans, je pars à Malte, tu vois. Donc, je suis parti à Malte, je suis parti tout juste. Quand je suis parti à Malte, je crois que quelques semaines après, ils ont fermé tous les aéroports, que ce soit en France, même à Malte. Il y avait plus moyen de voyager, c'était fini. Donc, ouais, moi, je suis arrivé, ça c'est un coup du destin, je suis arrivé tout juste à Malte en février, ou je sais plus, c'était janvier-février 2020. Je me prends un petit appart, et quand je suis parti à Malte, les gars, pour bien vous mettre dans le contexte, je suis parti avec ma copine de l'époque, qui avait en plus démissionné pour me suivre. Donc j'avais une pression financière sur moi qui était énorme et une pression même globale parce qu'il fallait que j'assure en fait, que j'assure tout simplement pour le couple, pour qu'on vive bien, etc. J'avais moins de 10 000 € de côté. Alors, ça remonte maintenant, je sais plus exactement combien j'avais, mais pour sûr, je devais avoir 7-8 000 € de côté. Et j'avais 2 business en ligne, mes 2 boutiques e-com, plus une 3e qui se lançait, qui faisait à peu près 10 000 € par mois de CA. Donc, je suis vraiment parti en mode, j'ai cramé les bateaux et il n'y avait plus de retour en arrière. Surtout qu'après, il y a eu le Covid, donc on pouvait même plus rentrer en France ni rien, c'était fini. J'ai eu, je pense, je vais pas dire que j'ai eu beaucoup de coups de chance dans ma vie, mais là, j'ai vraiment eu un coup de chance. C'est que quand il y a eu le lockdown, quand il y a eu les confinements, etc., un de mes business en e-commerce a eu des répercussions énormes en termes de chiffre d'affaires. Parce que c'était, on va dire, plus ou moins lié. Enfin, en tout cas, c'était une des conséquences du fait que les gens restent confinés chez eux. Les produits que je vendais, les gens les achetaient en masse. C'était pas des masques, Covid, ni quoi que ce soit. Quand j'ai lancé ma boutique en été 2019, je savais pas qu'elle allait avoir ça. Mais c'était un produit qui se prêtait bien à un confinement, on va dire. Et là, j'ai commencé à faire des chiffres de dingue. Je vais ressortir les chiffres de la story que j'avais mis à la une sur Instagram. Voilà, donc 10 février 2020. Donc 10 février 2020, c'est début février, je venais juste d'arriver à Malte et ça a commencé à être le lockdown, etc. Screen d'archives, la machine était lancée, j'étais sur des journées au-dessus de 650 € par jour, soit environ 20 000 € par mois. Quand tu fais des journées à 600 € par jour, tu fais 20 000 € par mois. Et là, comme tu peux le voir sur le screen d'archives, une boutique, 330 € pour 10 commandes, une autre boutique, 238 € pour 11 commandes, et une autre boutique qui se lançait 108 € pour 4 commandes. Donc ça, c'est des chiffres que je commençais à faire. Ensuite, comme je te le dis, j'ai eu une énorme croissance suite au lockdown. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, un coup de chance, mais c'est arrivé. Screen suivant, 30 mars 2020, donc 1 mois et demi après, à peu près, j'étais parti. Et d'ailleurs, pour structurer cette vidéo, par rapport aux notes que j'ai prises, là, on est rentré dans l'époque que je vais appeler l'époque Malte, ok? Donc là, l'époque 2019-2020, ma deuxième transformation, premier sou, etc. en ligne, elle est finie. Là, on arrive sur l'époque Malte qui a duré de 2020 à 2023, ok? C'est vraiment là où j'ai commencé à gagner beaucoup d'argent, où j'ai fait mon premier million d'euros en ligne, j'ai acheté ma première Rolex, enfin ce genre de truc, tu vois. Mais on va y revenir. Donc screen d'archives, on est le 30 mars 2020. Ma boutique principale, celle que je te disais qui a vraiment explosé suite au lockdown, on est sur une journée à 1 000 € de chiffre d'affaires pour 900 visiteurs. C'est des bonnes performances, tu vois. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus dur de faire ce genre de chiffres avec si peu, on va dire, de visiteurs.
Surtout qu'à ce moment-là, j'avais vraiment chopé des positions SEO de dingue. Donc je dépensais pas beaucoup sur Google Ads. Surtout que moi j'étais devenu un petit peu, on va dire, allergique aux dépenses de pub suite à mon premier fail sur Meta, etc. Là j'étais parti à Malte, donc je devais vraiment faire du bénéf, tu vois, c'est pas comme quand je vivais chez mes parents, là le bénéf était vraiment important, donc j'étais très capricieux sur le budget pub. Donc je sais plus combien je dépensais à ce moment-là, mais pour sûr, je dépensais pas plus de 100 euros par jour, ça c'est sûr et certain. Donc là une journée à 1000 euros de CA sur une boutique, sur les 3 que j'avais, je devais dépenser 100 euros par jour de Google Ads sur Google Shopping, et le reste était SEO, emailing, affiliation, etc. Ok, tout l'écosystème dont j'ai déjà parlé dans d'autres de mes vidéos YouTube, je vais pas rentrer dans le détail maintenant. Une autre boutique, une vente à 87 euros, et encore une autre, quasiment 300 euros de CA. Ok. Donc là, en gros, je faisais plus de 1000 euros par jour, c'est-à-dire que je commençais à faire des mois en e-commerce à 30, 40 000, 50 000 euros par mois. Et là, je commençais vraiment à gagner de l'argent, parce que j'avais du coup une bonne renta, beaucoup de SEO, d'emailing, d'affiliation dans le système, très peu d'ads, et vraiment là, j'ai commencé à gagner beaucoup d'argent. D'ailleurs, pour l'anecdote, je reprendrai la story juste après. Quand je suis arrivé à Malte, les gars, j'essaierai de vous mettre quelques photos d'archives ici. C'était pas du tout un appartement luxury. Hein. J'ai pris un truc, ça me coûtait quand même, je pense, 1500 euros à l'époque par mois. C'était pas devant la mer, machin, le penthouse à Malte. Hein. C'était vraiment rien à voir. C'était un truc vraiment pas ouf. Et je suis resté dans cet appartement un mois, je crois, un mois ou 2, alors que j'avais un contrat d'1 an. Mais en fait, quand il y a eu le lockdown et que j'ai commencé à passer en fait de faire 10K par mois, donc on va dire en bénéfice peut-être 3, 4, 5 000 euros par mois, à faire des mois en mars où je gagnais peut-être 20 000 euros net par mois, j'ai commencé à me dire, bon, l'appartement de merde que j'ai pris parce que je pensais que j'allais pas scaler si vite, j'en ai marre. Il y a eu le lockdown, plein de gens qui sont partis de Malte, etc. C'était un peu le bordel. J'ai eu une opportunité sur un appartement, cette fois-ci beaucoup plus confortable, beaucoup plus moderne, 2 chambres, vue sur la mer, etc. Et cet appartement, il coûtait 2500 euros par mois et je l'ai pris. Et à ce moment-là, les gars, quand j'ai pris cet appartement-là, je me suis dit, ah ouais, là, il y a un délire. Imaginez-vous, les gars, parce que là, du coup, je parle, on est en mars 2020. Un an avant, j'étais pas loin de la dépression, j'étais revenu à zéro, j'avais quitté j'avais quitté mes études, enfin, j'étais revenu à zéro, quoi. Un an après, je fais des mois à 30, 40 000, 50 000 euros de CA. J'ai un appartement à 2K5 par mois. J'ai la vue sur la mer. J'avais ma copine avec moi. Je la faisais faire du business aussi. Je lui avais créé ses shops. On était le roi du pétrole, tu vois. C'était une année de dingue. Franchement, c'était une année de scaling. C'est une année où, mois après mois, je voyais mon compte en banque qui faisait à chaque fois x2. Et j'investissais pas, en plus, à l'époque. Donc, vraiment, le cash commençait à s'accumuler. Et je commençais à me dire, bon, là, je crois que j'ai quand même... le pari que je m'étais fait commence à marcher, tu vois. Et c'est là que j'ai commencé à, on va dire, prendre confiance. Et forcément, quand tu as confiance et que tu as un bon momentum, ça c'est un terme qui est hyper important les gars dans le business, quand tu as un momentum, il faut l'exploiter au maximum. Et c'est ce que j'ai fait. À ce moment-là, j'ai commencé à optimiser ma fiscalité. J'ai commencé à reprendre bien le sport. J'ai commencé à me faire aussi un bon réseau à Malte. Donc bonne routine, bon réseau, le soleil. Il y avait le lockdown, donc en fait il y avait beaucoup moins de touristes, c'était calme, tu vois, c'était une période de fou. Je saurais pas comment te l'expliquer. Je sais que le Covid, malheureusement, c'était une période très très compliquée pour énormément de personnes, notamment en France. Mais moi, mon Covid, c'est une période que j'ai très très bien vécue, suite aux actions que j'avais mis en place les mois d'avant. Après, ça c'est un coup du destin, j'ai eu un coup de chance, j'ai réussi à scale pile à ce moment-là, donc je l'ai bien vécu, mais c'était une période de dingue. À ce moment-là, donc je rentre vraiment dans le détail, hein. De toute façon je pars du principe que si vous êtes encore là, à ce moment-là de la vidéo, c'est que ma vie vous intéresse et c'est que vous aimez bien les détails. Je pense que les autres plus impatients sont déjà partis de la vidéo, donc je prends le temps vraiment de détailler ma vie à ce moment-là. J'ai pris donc du coup cet appartement, dont je te mettrai les images ici à l'écran. J'étais sur le niveau 7, j'ai rencontré, du coup parmi les gens que j'ai rencontrés là-bas, un très bon pote à moi que je vois encore aujourd'hui qui s'appelle Damir. J'ai déjà fait une interview d'ailleurs avec lui sur ma chaîne YouTube à l'époque. On se fréquente encore aujourd'hui. Il est arrivé à Dubaï en plus récemment et tout, donc c'est un truc de fou. Ce pote-là, il avait pris l'appartement juste au-dessus du mien. Il avait fait un super deal d'ailleurs dessus pendant le Covid. Et j'ai aussi rencontré un autre pote qui s'appelle Guillaume, que je vois encore régulièrement aujourd'hui d'ailleurs, même après 5 ans, qui habite dans le building à côté de chez moi à Dubaï, comme quoi tu vois, l'histoire elle est folle, qui lui habitait l'appartement juste en dessous. Et j'avais encore un autre pote qui avait un appartement niveau 3. Pour te dire, on s'était fait un building de mecs qui faisaient du business. On n'était pas tous dans les mêmes business. Hein. Damir, lui, il faisait aussi du dropshipping, mais à côté, son job principal, c'était caméraman. Moi, c'était e-commerce, du coup, donc dropshipping, SEO, Google Ads, création de muse, écosystème.
Mon pote Guillaume, il faisait aussi de l'e-com, mais lui, il faisait plus de l'influence, etc., création de marque, il avait des stocks et tout ça, donc c'était un peu différent. Et mon pote qui était au 3, c'était pareil, c'était un gars qui faisait aussi de l'e-com comme moi. Donc on avait vraiment une bonne équipe, tu vois, c'était sympa. Et pourquoi je parlais de ça? Parce que oui, mon pote Guillaume, qui habitait juste en dessous de mon appartement, au bout d'un moment, il me dit ouais, moi, j'ai un gars en Belgique qui me louait des voitures l'année dernière. Là, pour l'instant, c'est en pause car il y a le Covid, mais dès que tout réouvre, moi, pareil, quand je rentre en Belgique, moi, je loue des voitures. J'avais loué une A45, une Audi R8, machin et tout. Et moi, qui a toujours été, au fond de moi, fan de bagnole, c'est d'ailleurs un de mes leitmotivs à la base, quand je me suis lancé dans le business. C'est certes, je voulais gagner de l'argent, mais à la base, enfin, le rêve, je pense, de tous les mecs jeunes qui se lancent dans les business, c'est souvent pour acheter une supercar. Tu veux acheter, ou en tout cas conduire une supercar, une belle voiture, un truc comme ça. Donc moi je me suis dit ah ouais, tu loues des voitures et tout, truc de fou, parce que pour mettre dans le contexte, moi j'avais 23 ans à ce moment-là, donc j'étais en train de me dire, imagine demain il y a un monde où j'arrive à louer une caisse de fou et que je rentre en France et que je vais voir mes anciens collègues de la fac, machin et tout. C'est des trucs débiles, tu vois, maintenant, quand j'y repense, c'est con, tu vois, c'est juste de l'ego et tout, mais à l'époque, à 23 ans, j'étais en mode, putain ouais, ils vont vraiment capter, tu vois, ils vont voir que j'ai pris ma revanche sur la vie, machin et tout, et là, à ce moment-là, dès que le lockdown est fini, que l'aéroport rouvre, je vais me louer ma première supercar. Et c'est ce que j'ai fait. En juillet 2020, les aéroports réouvrent et du coup je passe par ce contact de mon pote qui s'appelle Angel Fievez, que peut-être certains connaissent aussi aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui Angel il a un parcours entrepreneurial de dingue avec sa boîte Tourismo. À l'époque c'était même pas Tourismo, c'était un autre nom de boîte, c'était pas du tout ce que c'était aujourd'hui. Et je lui ai loué une Audi R8 V10 couleur bleue et je sais pas comment expliquer ça. J'ai pris l'avion, j'ai fait Malte, Belgique, à l'aéroport. Angel arrive avec la voiture, il me livre la voiture. J'ai 23 ans, tu vois, j'ai même pas, je crois, les années de permis qu'il faut à la base pour légalement conduire des caisses comme ça. Je signe le contrat, le mec me dit bah salut, à la prochaine, dans 2 semaines. Je l'avais loué pendant 10 ou 15 jours, un truc comme ça. Et là je me dis, ah ouais, t'as la vie. Il y a quand même une autre facette de la vie en fait. C'est vraiment ce que je me suis dit à ce moment-là, je me suis dit, il y a deux mondes en fait. Si je m'étais pas bougé le cul, à ce moment-là, juillet 2020, j'aurais été censé finir mes partiels de compta à la fac, faire le guignol dans un centre aéré pour gagner 1200 € par mois, et septembre, après, dès que c'est fini, reprendre les études ou prendre un taf. Et là, moi, j'ai 23 ans. J'avais accumulé peut-être 100 ou 150 000 € de trésor sur mes comptes bancaires. J'avais acheté ma première Rolex. En plus, je l'avais acheté durant le mois de juillet. Et là, je vais retourner voir mes parents au volant d'une Audi R8. Je dis, attends, mais c'est un truc de fou, tu vois. C'était une location, tu vois, mais voilà, truc de fou. Donc, je te mettrai les images à l'écran. J'ai fait faire un tour à ma famille, à mon père, machin, enfin... C'était vraiment des moments, on va dire, inoubliables. Et à partir de là, pendant 3 ans, donc c'est vraiment l'époque Malte, 2020-2023, c'est une époque où j'avais ma bonne routine à Malte. Souvent, quand je rentrais en France, bah du coup, je passais par Angel pour avoir une voiture de loc. C'était mon petit plaisir, tu sais, après avoir bossé 2-3 mois lock-in chez moi à Malte, bah, je revenais en France en me louant une caisse. J'ai loué M2 Compétition, j'ai loué RS3, toutes les caisses cramées, tu vois. J'ai loué Huracan, j'ai loué C63, enfin voilà, ce genre de caisse à chaque fois. Et je me faisais kiffer, tu vois. Et c'était vraiment des bonnes années. C'est le moment où, comme je disais précédemment, j'ai eu un levier en fait sur mon business du fait que j'ai optimisé ma fiscalité. J'ai optimisé mon business, donc j'ai commencé à recruter. J'ai structuré un pôle service après-vente pour toutes mes boutiques pour que ce soit vraiment pérenne, parce que j'ai compris en fait que dans le dropshipping, ce qui fait que t'allais durer, c'est le support client. Et ça, je le dis, je le répète tout le temps, mais c'est hyper important. Donc j'ai structuré une vraie team là-dessus, des personnes qui répondent par mail, des personnes qui répondent par téléphone. J'ai fait un truc que aucun de mes concurrents faisait. Pour démarcher des partenaires en affiliation, j'ai envoyé des courriers par recommandés, par centaines, etc. dans plein d'entreprises de France pour qu'ils mettent en affiliation mes boutiques de drop sur leur site. Enfin, j'ai bombardé le truc. J'ai vraiment scalé à fond. Je suis passé genre de 2 shops à une flotte de 10 boutiques. J'en avais en association avec ma copine de l'époque, etc. Bah, c'était vraiment une période où j'étais, on va dire, dans un bon momentum. Ça scalait bien. Je me faisais plaisir avec les caisses de temps en temps. Et on arrive sur l'année 2022-2023 où j'ai commencé à me dire bon, je commençais à rentrer dans une routine et moi je suis un mec qui s'ennuie vite. Donc je me suis dit là il faut que je passe à la vitesse supérieure, il faut que je fasse autre chose dans ma vie. Le dropshipping c'est cool, j'ai atteint un bon niveau en dropshipping, je faisais des mois à plus de 100 000 € de CA, enfin tout allait bien. Et je me suis dit bon,
Maintenant, j'ai deux options. Option numéro 1, soit je reste full e-commerce pendant encore les années qui vont suivre, et je pense que là, à mon niveau, il faut que je fasse évoluer mes shops qui sont en full dropshipping vers une marque. Soit, ce qui m'intéressait aussi, c'était de partir dans le milieu de la formation. Parce qu'en plus, forcément, tu t'en doutes. En tant qu'étudiant, enfin, ancien étudiant, fauché de 23 ans, d'un coup, j'arrive à Malte, et puis je reviens de temps en temps en France avec une Lambo, avec des caisses, machin et tout. Ça commençait à parler un peu sur moi, et j'avais de plus en plus de gens qui me contactaient sur Instagram, mon Instagram perso de l'époque. Putain Seb, incroyable, mais comment tu fais, machin. Pour vous mettre dans le contexte, enfin, il y a 4-5 ans, c'était pas aussi démocratisé qu'aujourd'hui. Hein. Donc, on me posait plein de questions. Je faisais des coachings gratuits, j'aidais les gens, je donnais mes stratégies. Je disais, ouais, mais attends, mais là, tous les gourous qui parlent de drop, ils te parlent de Facebook, mec, fais pas ça, fais Google, fais du Google Shopping, du SEO, machin, et les gens avaient des résultats, tu vois. Donc, je me suis dit, j'ai vraiment deux choix. Le choix numéro 1, d'investir des dizaines de milliers d'euros pour transformer mes boutiques en drop vers des marques, ça a rapidement été une option que j'ai barrée, en fait, que j'ai pas fait. Parce que justement, mon pote Guillaume, que je parlais juste avant, je l'ai vu se planter en fait en créant des marques de zéro. Je l'ai vu se planter en achetant des stocks et malheureusement passer par des influenceurs, tout ça, ça fonctionnait pas. Il s'est retrouvé avec des stocks invendus, des énormes pertes, etc. Et je me suis dit, moi, je trouve ça quand même assez risqué. Sachant qu'en plus à la base, moi je suis plus dans une mentalité de SEO, SIA, machin, j'ai pas envie de commencer à mettre des tickets à 10, 20 000 euros sur les influenceurs, gérer des convois qui arrivent de la Chine vers l'Europe en dizaines de milliers d'euros. J'ai toujours été un peu frileux par rapport à ça. Je me suis dit pour moi c'est trop risqué. Il y a un truc qui m'attire un peu plus, c'est le milieu de la formation. Parce que pour moi c'était complémentaire à mon activité de base qui est l'e-com. Je reste dans ce milieu-là et je reste dans ma spécialité qui est vraiment le dropshipping, donc livrer depuis la Chine sans stock, avec AliExpress, etc. Je restais vraiment dans ce domaine-là, mais je pouvais l'enseigner à des gens et ils allaient me payer pour ça. Et j'ai jamais eu le syndrome de l'imposteur à aucun moment parce que je me suis jamais inventé une vie, tu vois. J'ai fait de la formation 2-3 ans après avoir eu des résultats et en ayant eu ma vie à Malte, etc. Donc je savais que ce que j'allais enseigner, ça allait marcher. Puisque j'ai rien inventé, tu vois. Je dis ça parce qu'il y a des gens qui se lancent dans la formation, qui ont jamais fait aucun sou avec le business qu'ils enseignent avant. Et ça peut être compliqué, tu vois. Sauf si t'es un scammer dans l'âme et tu te dis, bon, bah, peu importe les résultats de mes clients. Moi, j'étais pas dans dans ce délire-là. Donc, je me suis dit, je vais partir là-dessus. Ça va être mon nouveau projet. Et c'est de là qu'est née toute la communauté Self-Made Programme, SMP. Et d'ailleurs, à l'époque, je montrais pas mon visage. C'était un truc qui me bloquait. Aussi par rapport à cette option-là, je me suis dit, moi, en fait, j'aime bien ma vie, en fait, comme ça, à Malte, personne ne me connaît, personne ne me reconnaît. J'avais encore quelques insécurités, on va dire, de mon passé d'avant, tu sais, de métalleux, très en retrait, très effacé socialement, etc. J'étais pas 100% safe de me dire vas-y je vais débarquer ma vie à Malte, regarde, faire du lifestyle et trucs comme ça pour vendre mes formations. C'est pas un truc qui m'a branché. Donc j'ai trouvé une solution. Je suivais beaucoup une chaîne à l'époque qui s'appelle Trash, que vous connaissez peut-être d'ailleurs, et ils avaient un système en fait en faceless. Donc faceless, je connaissais même pas le terme, mais ça veut dire ne pas montrer son visage. Et ils avaient un système de mascotte. Et je me suis dit, bah, je vais essayer de faire la même chose. Je vais essayer de transmettre mes connaissances, de transmettre mon message, de transmettre mon expérience, mais via mes propres voix off, que je vais animer avec un système de mascotte un peu comme chez Trash. Et ça va être thématisé sur e-commerce, dropshipping, puis on verra où ça va m'amener, tu vois. Donc j'ai lancé ma chaîne YouTube de mémoire en 2022. Une première année où ça prenait pas vraiment, mais voilà, je faisais quand même quelques vues sur internet, je commençais à avoir quelques gars qui me parlaient en privé, tout ça. Et en 2023, ça a commencé à vraiment prendre. Je sais pas vraiment ce qui a été le déclic, peut-être la refonte de ma DA, parce que ouais, c'est vrai qu'avant de faire la mascotte, j'avais une mascotte un peu plus corporate, où je passais par un voix off qui était pas ma propre voix, mais qui était un mec que je payais. Donc j'ai fait plein de restructurations. Je suis passé sur ma propre DA avec le fameux background, tu sais, avec la Corvette et la Dodge. Et d'ailleurs c'est marrant parce que tu vois, des années après aujourd'hui, j'ai acheté une Corvette Z06. C'est une voiture qui était dans mon background pendant des années sur YouTube. Donc tu vois, c'est un peu le clin d'œil. Mais j'ai monté cette DA qui a plutôt bien marché. Et ensuite, bah, j'ai commencé du coup à scaler cette partie création de contenu e-commerce, accompagnement, apporter des résultats à mes élèves. Et c'est, on va dire, un nouveau souffle que j'ai pris, en plus de mes boutiques e-com, qui commençaient, on va dire, à m'ennuyer, même si c'est pas vraiment le terme, tu vois, mais quand tu as fait de l'e-com pendant 3 ans,
et qu'en plus, j'en avais fait encore avant avec les monoproduits, etc. Je commençais à tourner en rond, donc je voulais autre chose, tu vois. Donc j'ai vraiment découvert un nouveau business, une nouvelle activité. Et là, à ce moment-là, forcément, j'ai pu faire encore plus d'argent avec cette partie coaching, accompagnement, et j'ai doublé mon bénéfice par mois, quoi. Donc j'ai commencé vraiment à gagner beaucoup d'argent en 2023. Et ça a été la fin d'une époque. Et on va arriver sur la dernière étape qui est, on va dire, l'époque Dubaï maintenant, donc de 2023 à aujourd'hui. L'époque de Malte, elle s'est terminée parce que je sentais que c'était la fin. Il y a eu plusieurs choses qui ont fait que c'était la fin d'une époque. Premièrement, à Malte, beaucoup de gens qui étaient venus à Malte pour faire du SEO, pour faire du e-com, etc., créer cette communauté de passionnés un peu des SEO Google Ads, sont partis. Il y en a beaucoup parce qu'ils sont revenus à zéro, d'ailleurs, ça c'est une vérité, et c'est malheureux de le dire, mais il y en a beaucoup qui sont arrivés en faisant un petit coup, comme moi j'avais fait avant quand je suis parti à Bali, et qui sont retombés à zéro. Il y en a plein qui sont partis ailleurs. Les plus chauds sont partis à Dubaï, on va pas se mentir. Moi, typiquement, mon pote Guillaume, dont je te parlais encore juste avant, il est parti à Dubaï, je crois, en 2023, parce que lui, il chiffrait beaucoup à ce moment-là. D'autres gars qui faisaient un peu moins d'argent, mais qui se débrouillaient, sont partis à Budapest, en Estonie, d'autres pays d'Europe du Nord et d'Europe de l'Est. Donc, il commençait à avoir moins de monde à Malte. Deuxièmement, moi, j'étais dans une phase où... comment dirais-je, il y avait vraiment un côté monotone et un côté, on va dire, peut-être un peu malsain, parce que pour ceux qui ont déjà vécu à Malte, tu peux vite tomber dans quelques travers, on va dire, du fait que c'est une île très cheap. Je m'explique. À ce moment-là, je commençais à sortir de plus en plus, parce que voilà, je soufflais enfin en termes de charge de travail. Pendant des années, j'ai passé mes nuits à faire des fiches produits à la main, tu vois, à être la tête dans le business. J'ai une anecdote par rapport à ça. En 2023, j'ai acheté ma première console. J'avais pas joué à la console depuis que j'avais 15 ans, tu vois. Et le jour où j'ai acheté cette Xbox, je me suis dit, c'est incroyable, je me sens tellement bien là de rejouer enfin. Tu sais, j'étais un peu barjot, tu vois. Pendant des années, j'ai vraiment lock-in. Le terme lock-in, je l'ai vraiment vécu, tu vois, pendant des années, à faire des boutiques de zéro en full SEO sans rien déléguer pour optimiser le moindre bénéfice et tout. Donc, bref, tout ça pour dire que vers 2023, vu que j'avais quand même fait beaucoup d'argent, je commençais à être bien financièrement et tout, on va dire que je me suis peut-être un peu relâché sur la discipline. Je sortais de plus en plus. Quand tu sors, tu picoles. Et vu qu'à Malte, ça coûte pas cher, tu picoles bien. J'allais un peu moins au sport aussi. Il y avait aussi moins de monde, comme je le disais, à Malte. Donc, un moins bon mood, tu vois, il y avait un peu moins de gens à aller voir. Tu voyais tout le temps les mêmes personnes, etc. Enfin, bref. Pour moi, c'était la fin d'une époque. Et le troisième élément déclencheur qui m'a fait partir un peu subitement à Dubaï, c'est une séparation que j'ai vécue du coup avec une fille qui m'a accompagné quand je suis parti à Malte. Pour ceux qui ont suivi, j'ai dit quand je suis arrivé à Malte en 2020, j'étais avec une fille. C'est cette même fille qui reste avec moi 3 ans et on s'est séparés du coup fin 2023, enfin durant l'année 2023. Et pour moi, c'était un peu la goutte d'eau, quoi. Je me suis dit bon. Pour moi, c'est la fin d'une époque, il faut que je me barre de Malte. J'ai fait 3 ans et demi, c'était des années incroyables, ça m'a beaucoup apporté sur tous les plans. Mais là, maintenant, j'ai envie de voir plus grand. On arrive donc sur mi-2023, donc le moment vraiment où il y a eu du coup la séparation, comme je disais. Très rapidement, moi, je me suis dit, il faut que je me barre à Dubaï. Je pouvais plus rester à Malte dans cet environnement, tu sais, un peu toxique, comme je disais. Moi, très mal à l'aise par rapport à l'appartement où je vivais, dans lequel j'avais partagé ma vie avec quelqu'un, ça s'arrêtait, tout ça. Donc je me suis dit vas-y, il faut que je me barre assez rapidement et j'ai laissé passer l'été, je suis parti en vacances et septembre 2023, j'arrive à Dubaï. Destination dans laquelle je voyageais déjà régulièrement. Quand j'étais à Malte, je venais souvent à Dubaï, je suis peut-être venu 3 ou 4 fois. Un endroit qui me faisait kiffer, qui m'a toujours un peu impressionné. C'est une ville qui m'a toujours impressionné. J'ai toujours vu Dubaï comme la cour des grands, on va dire. Pour moi, c'était vraiment ceux qui faisaient beaucoup d'argent, plus que les gars, en tout cas, qui étaient en Europe, on va dire. Même si c'est pas toujours vrai, d'ailleurs. Mais pour moi, c'était ça. Et je me suis dit, bon, j'ai peut-être perdu ma meuf, peut-être perdu quelques potes que j'ai laissés à Malte en partant, etc. Peut-être que je repars encore une fois de zéro, entre guillemets, quand tu rechanges de pays, tout ça. Mais là, maintenant, je suis dans la cour des grands, je suis dans la ville qui me faisait rêver quand j'étais à Malte. Je me suis dit, c'est le niveau supérieur, etc. Ça va pas être le moment de s'endormir, c'est le moment de scaler encore plus fort. Et c'est ce que j'ai fait tout simplement quand je suis arrivé à Dubaï. J'ai pris un premier appartement à Business Bay. Je mettrai sûrement aussi quelques photos, encore une fois, pour illustrer juste ici. L'erreur que j'ai fait, je pense, c'est une erreur que beaucoup de gens font, c'est que j'ai vraiment été dans un quartier
qui était un des plus connus, on va dire. Les gens, ils vont soit souvent à la Marina, soit ils vont à Downtown, soit à Business Bay. Moi, je me suis dit, je vais aller à Business Bay pour voir le Burj Khalifa depuis chez moi, etc. Ce qui, en réalité, n'est pas la meilleure option. Avec le temps, je me suis rendu compte qu'il y a d'autres quartiers de Dubaï beaucoup plus calmes, beaucoup moins peut-être connus, beaucoup plus posés, où tu te sens beaucoup mieux, meilleures infrastructures, moins de bruit de ville, moins de bruit de klaxon, moins de bruit de lambeaux à 2h du mat, etc. en bas de chez toi. Mais ça, je m'en suis rendu compte par la suite. Quand je suis arrivé, je suis allé à Business Bay et j'ai passé 1 an dans cet appartement, du coup, de septembre 2023 à septembre 2024. Et c'est une année où je me posais beaucoup de questions. Une année où je me posais beaucoup de questions parce que forcément, tu sais, nouveau pays, donc je connaissais pas grand monde. J'avais l'impression des fois d'avoir fait le mauvais choix parce que j'étais dans une zone d'inconfort, clairement dans une zone d'inconfort, une ville que je maîtrise pas encore, une ville qui coûte plus cher que l'endroit où je vivais avant. Nouveau aussi, comment dirais-je, en fait quand tu déménages tu dois refaire des comptes bancaires de zéro, découvrir la nouvelle banque, tu peux te faire avoir par quelques scams parce que tu connais pas le pays, t'es une cible en fait. Perdu encore une fois ma copine d'avant, donc j'avais toujours ça sur le dos aussi. C'était une année quand même on va dire assez compliquée. Et c'est une année aussi où je commençais à ressentir le même truc de je tourne en rond par rapport à Selfmade Programme, à ce business de coaching, la chaîne YouTube, etc. Puisque ça faisait quand même plus d'1 an et demi, je pense, que je faisais le même type de vidéos que certains ont peut-être déjà consommé ici. Je sais pas s'il y a beaucoup de nouveaux après le face reveal ou pas, mais pendant longtemps, je faisais le même type de vidéos à chaque fois où je partageais des conseils sous le format vidéo un peu trash avec la mascotte, etc. Et je commençais en fait à tourner un peu en rond. Je commençais à me dire, je suis frustré que les gens ne me connaissent pas moi-même, Sébastien, que vous voyez aujourd'hui, parce que forcément, je suis derrière une mascotte, pour connecter avec les gens, c'est compliqué. Et c'est une année où je me suis posé plein de questions. Je me suis dit, est-ce que je continue dans les business faceless ? Est-ce que je réalise un face reveal, etc. C'est des questions que j'ai continué à me poser pendant toute l'année 2024, qui a été quand même une de mes meilleures années business, en vérité. Que ce soit en e-com, que ce soit en formation, que ce soit en crypto aussi, j'ai fait beaucoup d'argent durant 2024. Très bonne année, mais je me posais encore toutes ces questions. Et finalement, on arrive sur 2025 du coup, l'année dernière. J'ai réalisé ce face reveal. J'ai restructuré un peu toute cette partie Selfmade Programme où j'ai essayé de connecter beaucoup plus avec vous, avec la communauté, avec les élèves que j'accompagne. J'ai aussi recruté énormément de personnes parce que cette chaîne YouTube, je l'ai gérée tout seul pendant très longtemps, mais aujourd'hui, on est une vraie équipe. On est pas loin d'une dizaine de coachs pour accompagner nos élèves. On est plusieurs personnes sur la partie sales, plusieurs personnes sur la partie création de contenu. J'ai vraiment réussi à créer une très belle boîte qui, pour moi, va réellement au-dessus en termes de logistique interne que mes simples business e-commerce que j'ai toujours fait également sur le côté. Donc ça, c'est des objectifs que j'avais en tête, que j'ai réussi à accomplir. Et en plus de ça, en 2025, j'ai lancé mon projet de SaaS, One Click Brain AI, dont j'ai parlé récemment dans mes vidéos, qui est aussi un truc que je voulais faire depuis très longtemps, et ça n'a jamais été un secret, ça fait des années que j'en parlais, même sur ma chaîne YouTube, je disais un jour, j'aimerais bien faire un SaaS, j'ai juste pas le temps pour l'instant, j'ai d'autres priorités, d'autres choses à faire, je le ferai pas tout seul, il me faut un associé, etc. Au final, avec le temps, j'ai rencontré mon associé Lucas, qui est à la base un élève de ma formation, qui s'est avéré être un des meilleurs élèves de la formation, qui a travaillé avec moi sur SMP et qui aujourd'hui travaille avec moi sur One Click Brain. On a la fusion parfaite, on a réussi à développer un produit de dingue qui est en train de croître tout doucement. Où est-ce que j'en suis aujourd'hui ? Quels sont mes business aujourd'hui ? Quels sont les chiffres que j'ai pu faire depuis le début ? Histoire de clôturer un peu cette période époque Dubaï 2023 à aujourd'hui. Quels sont mes objectifs les années à venir pour 2026, 2027, et quelle morale on peut en tirer à la fin. Déjà, où est-ce que j'en suis aujourd'hui ? J'ai réussi à faire un truc que je voulais faire depuis longtemps, c'est-à-dire m'implémenter et créer un écosystème dans la thématique du e-commerce. J'ai aujourd'hui mes business en e-commerce. J'ai une partie mes propres business que j'ai monté il y a quelques années en arrière. J'ai une partie de business en association et je développe en ce moment une partie où je m'associe dans les business e-commerce de mes élèves les plus prometteurs. J'ai un objectif en e-commerce par rapport à ça. J'ai envie d'atteindre les 100 boutiques
qui tournent. Bien évidemment, pas les 100 boutiques qui m'appartiennent, mais avoir des parts, comme je le disais. Donc c'est ce que je veux faire aujourd'hui. Je veux prendre un maximum de parts dans les boutiques de mes élèves. En échange, de leur apporter du capital pour les aider. Demain, si j'ai un élève, je sens du potentiel, je peux très bien lui donner 50 000 € de capital. Je prends une part de son CA sur l'année, sur 2 ans, etc. Et on deal comme ça. Je peux lui apporter mes structures logistiques, mes fournisseurs, mes contacts, etc. Ou même bosser avec lui dans l'opérationnel. Ça, c'est des choses que je fais aujourd'hui. Donc la partie e-commerce, toujours active. Self-made programme. J'ai aussi un seul objectif, un seul et unique objectif, c'est de garnir ma chaîne secondaire de témoignages. J'ai envie de monter le plus gros accompagnement e-commerce, en tout cas celui qui serait le plus rentable, celui qui apporterait le plus de résultats aux élèves. Et donc, comment on va mesurer tout ça? Ça va se mesurer au nombre de témoignages qu'on postera sur cette chaîne, donc de personnes qui auront des résultats. Donc ça, c'est aussi un de mes gros objectifs avec toute l'équipe qu'on a montée aujourd'hui. Et enfin, mon SaaS, qui est donc un projet un peu plus récent, où on a également l'ambition de le faire adopter par un maximum de personnes, dans un premier temps en France, francophonie, dans leur gestion du e-commerce au quotidien, et par la suite, pourquoi pas, à l'international. Donc c'est là où j'en suis aujourd'hui. Bien évidemment, je sais que j'aurais pu faire plein de choses mieux pour aller plus vite. J'aurais pu, j'ai pas de regrets sur rien, mais j'aurais pu faire plein de choses qui m'auraient fait arriver plus loin que là où j'en suis aujourd'hui. Mais je pense que ce qui est le plus important, c'est à chaque fois de regarder de là où tu viens. Et c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour te montrer que malgré que moi je suis pas le plus riche, malgré que je suis pas le mec qui ait fait les plus gros chiffres dans telle ou telle industrie, j'ai aujourd'hui une vie dans laquelle je suis épanoui. Aujourd'hui, tu vois, j'ai une copine qui est là pour les bonnes raisons, j'ai un équilibre, je vais au sport tous les matins, je me lève tôt, je sais mieux m'exprimer qu'avant, j'ai des business qui font des millions par an, je suis stimulé, tu vois, que ce soit pro, perso, etc. Et pour moi, c'est pas une question de combien de millions tu fais, combien tu as pu mettre de millions de côté, etc. Ça, c'est superflu. C'est sûr que c'est cool. Tu sais, en tant qu'entrepreneur, on aime ça, mais c'est pas le plus important. Moi, ce que je regarde, c'est l'endroit où j'étais quand j'ai commencé, donc la phase métalleux par laquelle j'ai démarré en faisant cette vidéo, et je regarde la phase où je suis aujourd'hui, et là, je me dis, j'ai, entre guillemets, réussi, et je suis content de mon parcours. Et le problème, c'est que si tu regardes trop les mecs par le carreau, tu sais, qui ont peut-être une vie qui ont l'air meilleure que toi, peut-être le mec qui roule avec une meilleure voiture, et puis lui, il a une villa plus grande que mon appartement, ou je sais pas quoi et tout, tu peux vite être déconcentré et oublier de toi-même d'où tu viens et les résultats que tu as pu apporter dans ta propre vie. Donc, c'est vraiment ça pour moi la morale de cette vidéo, la morale de cette histoire. Dis-moi dans les commentaires de cette vidéo, déjà si tu as été jusqu'au bout de cette vidéo, ça me ferait plaisir. S'il y en a qui ont vraiment été jusqu'au bout, je pense que la vidéo doit faire au moins 1 heure. Si tu as été jusqu'au bout de la vidéo, dis-moi si tu es plutôt aligné avec ce que je dis. Et n'hésite pas non plus, toi qui regardes cette vidéo, à raconter en quelques lignes ton parcours, d'où tu viens et quels sont tes objectifs pour les années qui vont suivre. Ça m'intéresse beaucoup. Je pense qu'on arrive sur la fin de cette vidéo qui est déjà plus ou moins assez longue. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Bien évidemment, je pourrais éventuellement revenir, si c'est un format que vous kiffez, sur certaines périodes spécifiques de ma vie dans d'autres vidéos. Même si je pense que voilà, on n'est pas non plus là pour déblatérer des histoires, on est quand même focus sur le business, l'e-com, etc. sur cette chaîne. Mais pourquoi pas, même dans un vlog ou autre, revenir sur certains points en détail de mon histoire, de mon parcours. Et pourquoi pas, dans 5 ans, 10 ans, refaire une update en espérant être encore plus loin et avoir continué à s'être amélioré, encore une fois, 1% ou 2% de plus chaque jour sur certains domaines pour essayer toujours de s'améliorer, être une meilleure personne, être meilleur dans le business, être meilleur dans ses relations, être meilleur physiquement, être meilleur dans tout. Donc voilà, ce sera le mot de la fin. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Profitez-en bien pour ceux qui aiment ce genre de format parce que je le ferai pas non plus tous les mois. Ok, encore une fois, je pense que c'est la première fois et peut-être la dernière que je ferai ce genre de vidéo où je parle de moi, où je raconte ma vie. Sur ce, on se revoit dimanche prochain, 18 h, comme d'habitude au même endroit sur YouTube. C'était Sébastien. Ciao.